Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est le test du 7800X3D, juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24, avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors le 7800X3D, bon déjà j'aurais dû sortir cette vidéo depuis un bon moment puisque bon j'avais reçu le processeur à sa sortie, j'ai pris tous les chiffres il y a quelques mois maintenant, en réalité c'est juste que j'ai jamais pris le temps de la terminer, mais bon. C'est impardonnable, mais on va réparer ça aujourd'hui. Et si vous vous rappelez, j'avais également testé le 7900X3D à sa sortie, et on peut dire que celui-ci ne m'avait pas spécialement convaincu. Les performances étaient dans l'ensemble correctes, mais bon, le côté hybride de la puce, la mauvaise gestion de celle-ci par Windows, les drivers chipset d'AMD, et tout ce qu'il fallait faire en réalité pour que le processeur fonctionne juste correctement sans se poser de questions, ça rendait quand même l'utilisation du 7900X3D particulièrement frustrante. D'ailleurs, j'espère vraiment que les soucis de jeunesse côté software du 7900X3D se sont améliorés depuis, mais j'ai pas vraiment eu d'écho comme quoi il y avait quoi que ce soit qui a vraiment changé depuis la sortie. Et le gros problème du 7900X3D aussi, c'était son tarif, puisqu'à sa sortie, c'était quand même très très cher. Donc la balance performance, prix, prestation était pas franchement terrible, et dans l'ensemble le 7900X3D n'avait pas vraiment de sens en réalité entre le 7800X3D qui allait sortir juste après et le 7950X3D qui dans l'ensemble avait un petit peu moins de problèmes et était juste un meilleur processeur dans l'ensemble. Mais revenons à notre 7800X3D, alors pour moi le plus important avec celui-ci, c'est qu'il n'a aucun des défauts des 7900 et 7950X3D, vu qu'ici on a un seul CCD, tout comme c'était le cas pour le 5800X3D. Et si le fonctionnement des 7900 et 7950X3D vous intéresse, je vous invite à aller voir ça dans mon test du 7900X3D justement, qui explique un petit peu plus tout ça dans les détails. Et donc le 7800X3D, c'est un processeur basé sur l'architecture Zen 4, tout comme les autres Ryzen 7000. La différence ici, c'est qu'on retrouve le 3DV cache, donc c'est du cache qui est rajouté en plus au-dessus de la puce classique. Pour augmenter sa capacité, on passe d'un cache de niveau 3 de 32 Mb à 96 Mb. On triple le cache. Et le cache, que ce soit sur les cartes graphiques ou sur les processeurs, c'est devenu un des ingrédients les plus en vogue dernièrement pour augmenter les performances. Donc le cache, c'est en fait uniquement de la mémoire, et il y en a plusieurs niveaux sur un processeur, et pour schématiser tout ça de manière un petit peu plus simpliste, on retrouve le cache de niveau 1 qui est souvent assez petit et au plus près des cœurs, donc très rapide d'accès, et quand celui-ci est rempli, on passe au cache de niveau 2 qui est un peu plus gros et un petit peu plus éloigné, et un petit peu plus lent également, et ensuite on a le cache de niveau 3, même schéma, c'est plus gros, c'est encore plus loin, c'est encore un peu plus lent, et enfin quand toute la mémoire intégrée au processeur est remplie, c'est là qu'on va aller faire appel à la mémoire système, à la RAM, donc la DDR4, la DDR5, et quand on passe à la RAM système, on passe de dizaines de mégas à des gigas de RAM, puisqu'actuellement, je dirais le standard par exemple pour un PC de jeu, on va dire que c'est 16 Go minimum et on passe tout doucement vers les 32 Go. Mais la RAM système, elle est beaucoup plus loin du processeur que le cache qui est intégré, et pour accéder à la RAM système, ça demande plus de temps, donc plus de latence, et la latence, c'est un petit peu l'ennemi du gaming. Donc le cache, c'est super, mais le problème c'est que ça prend beaucoup de place sur la puce, et toutes les applications pro n'en tirent pas forcément parti. Donc pour les fabricants de processeurs, mettre trop de cache directement sur le processeur, ça serait donc très coûteux, car ça augmente fortement la taille de la puce, alors que tout le monde n'en a pas forcément besoin. Et c'est là qu'on comprend du coup tout l'intérêt de pouvoir rajouter du cache au-dessus de la puce classique, c'est super pratique économiquement parlant. Alors oui, c'est une opération en plus qui augmente les coûts de production, mais ça permet de proposer un produit spécialisé pour ceux qui en ont besoin, en plus de la puce classique. Et à la base, le 3DV cache qu'on retrouve sur les processeurs X3D, il n'était pas spécialement prévu pour les processeurs grand public, c'était plus dédié à certaines tâches bien spécifiques dans le monde professionnel, mais comme
les ingénieurs d'AMD et puis tout le monde sait plus ou moins que le cache, ça améliore aussi fortement les performances en jeu, et qu'il y avait moyen de décliner ces processeurs avec du cache en plus rajouté sur la puce classique pour le grand public, AMD s'est juste dit pourquoi pas lancer ces processeurs-là dans la gamme grand public aussi. Alors malgré tout, le 3DV cache, ça a aussi quelques défauts, ça a aussi quelques inconvénients, puisque rajouter une couche de cache au-dessus d'une puce classique, ça demande un compromis au niveau du voltage qui est envoyé vers le processeur, pour des histoires de chauffe, et aussi qui dit moins de voltage, dit moins de fréquence, donc dans certains cas, moins de performance aussi. Et là où la plupart des Ryzen 7000 classiques grimpent autour des 5.5 GHz, le 7800X3D, lui, ira juste jusque 5 GHz, et donc tout comme pour le 5800X3D, le 7800X3D aura probablement des performances légèrement en dessous d'un 7700X, dans les programmes où le cache ne sert à rien, mais on parle ici d'environ 5%, ce qui n'est pas non plus une catastrophe. Mais ces histoires de voltage plus bas, c'est aussi ce qui a créé ce problème avec certaines cartes mères, et les 7800 ou 7900 X3D aussi d'ailleurs, qui éclataient et qui avaient fait pas mal parler il y a quelques semaines, puisque certains fabricants de cartes mères, c'était principalement Asus mais pas que, envoyer généralement trop de voltage vers le processeur quand on utilise le profil Expo pour overclocker la RAM. Et là vous vous demandez peut-être pourquoi l'Expo et la RAM ça a un lien avec le voltage du processeur, c'est tout simplement parce que les contrôleurs mémoire sont dans le processeur lui-même et non pas sur la carte mère ou le chipset de la carte mère. Et une des solutions les plus simples pour les fabricants de cartes mère pour stabiliser par exemple un overclocking de la RAM, c'est d'envoyer plus de voltage vers le contrôleur mémoire. Mais bon, avec les processeurs en X3D, qui sont plus sensibles au voltage que les Ryzen 7000 classiques, c'était pas spécialement une bonne idée de procéder de la sorte. Malgré tout, il n'y a pas de grande crainte à avoir sur le sujet, le problème est maintenant résolu, des nouveaux BIOS sont sortis depuis, et si vous mettez à jour vos BIOS, vous ne devriez pas avoir de problème, et je dirais que déjà de base, le problème avait très peu de chances d'arriver. Pour le reste, pas de grande surprise pour le 7800 X3D, on le sait, c'est du 8 core, 16 threads, architecture Zen 4 pour plateforme AM5, donc DDR5. Au niveau de la consommation, AMD annonce 120 watts de conso, ce qui est légèrement plus élevé que le 7700X qui lui a un TDP de 105 watts. Je survole un petit peu tout ce qui est architecture ici, mais si ça vous intéresse plus en détail, allez voir ma vidéo sur le 7900X3D où j'explique un petit peu plus les différences entre les différents processeurs X3D qui sont sortis sur cette nouvelle génération. Sinon pour le test d'aujourd'hui, la plateforme de test et tout ça c'est détaillé dans la description de la vidéo, et c'est le même protocole au niveau des jeux et applications que d'ordinaire pour mes tests processeurs. Donc bref, allons voir maintenant ce que ça donne. Et donc on commence du côté applicatif avec Blender Open Data comme d'habitude. Alors ce que l'on peut observer, ce qui saute aux yeux, c'est très clairement que le 7800 X3D est effectivement moins performant en applicatif qu'un 7900 X3D qui a 4 corps de plus, ou par rapport au 13700K qui lui aussi a beaucoup plus de corps. Par contre, par rapport au 5800 X3D, on voit qu'on a une augmentation de performance d'environ 20%, ce qui est relativement ce que l'on attendait. C'est tout simplement l'écart générationnel entre Zen 3 et Zen 4 comme on le retrouve avec les autres processeurs. Donc c'est sans surprise que sur V-Ray, il n'y a pas énormément de changements au niveau du classement. Effectivement, le Ryzen 7800 X3D est au niveau plus ou moins, par exemple, d'un 5900 de la génération précédente, ce qui est pas si mal que ça. Et au niveau de l'encodage, là aussi pas de grande surprise, le 7800 X3D est effectivement plus lent que le 7900 X3D ou le 13700K. Malgré tout, ça reste un niveau de performance relativement correct pour de l'applicatif. C'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est totalement utilisable. Alors on passe ensuite avec les jeux un petit peu plus spéciaux avec Factorio. Alors ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est que par rapport au 7900 X3D, souvenez-vous, sur ce jeu-là, il fallait forcer Windows ou le jeu à utiliser la partie avec le cache de niveau 3, et avec le 7800 X3D, on n'a pas la question à se poser, ça va l'utiliser d'office. Et on voit même que le 7800 X3D se permet d'être légèrement plus performant que le 7900 X3D, même quand on force le programme à utiliser la partie avec 3DV Cache. Sinon, de manière plus générale, ce que l'on peut noter, c'est que c'est un jeu qui réussit fortement au 3DV Cache, ça marche très bien. On avait déjà vu ça avec le 5800 X3D qui faisait mieux que la plupart des processeurs Intel. C'est toujours le cas, le 5800 X3D a toujours une avance même par rapport au 13700K. Par contre, on voit que la nouvelle génération fait un petit peu mieux. On enchaîne avec Stellaris, c'est une autre simulation, c'est un 4X. Alors ce que l'on peut noter sur Stellaris, c'est qu'on avait le même problème avec le 7900 X3D, à savoir qu'il fallait forcer le cache de niveau 3 à être utilisé pour avoir de meilleures performances. Et là on voit qu'avec le 7800 X3D, on arrive plus ou moins au même niveau de performance. On voit que le 5800 X3D se débrouillait déjà très bien sur le titre, et on voit qu'on est plus ou moins au même niveau de performance aussi avec le 13700K, donc c'est de très bonnes performances dans l'ensemble. Et ce que l'on peut noter aussi, c'est que par exemple l'écart
entre le 5600 et le 5800 X3D est plus important qu'entre le Ryzen 7600 et le 7800 X3D. Donc ici, on voit que le processeur Ryzen 7000 de base se débrouille déjà un petit peu mieux que la génération précédente. On passe sur la partie gaming classique maintenant avec Euplectel Requiem. Bon, ce que l'on peut noter, c'est que le 7800 X3D fait effectivement mieux ici encore une fois que le 7900 X3D, et c'est un schéma qu'on va voir dans la majorité des jeux. On voit qu'en 1080p, on a quand même un joli petit gap de performance par rapport au 5800 X3D sur ce jeu-là, puisqu'on a une augmentation de 27%, ce qui n'est quand même pas négligeable, mais on voit que le Ryzen 7000 se débrouillait déjà plutôt pas mal sur le titre, puisque le Ryzen 7600 faisait déjà mieux que le 5800 X3D sur le titre, ce qui n'est pas vraiment toujours le cas dans la majorité des jeux. Bien évidemment, quand on passe en 1440p, les écarts sont beaucoup plus faibles, puisqu'on s'approche beaucoup plus de la limite de la carte graphique. Là, on va dire que tous les processeurs se retrouvent plus ou moins au même niveau, et une fois qu'on arrive en 4K, c'est match nul pour tout le monde. Après, reste malgré tout un petit avantage au niveau des 1% pour les processeurs les plus puissants. On enchaîne avec Assetto Corsa Competition. Alors, c'est encore un jeu qui bénéficie énormément du 3D V-Cache, et là, sur ce jeu-là, c'est un petit peu la fête pour le 7800 X3D, même par rapport au 7900 X3D, on a quand même un joli petit gain de performance. Donc tout comme avec le 5800 X3D sur la génération précédente, on voit ici que le 3D V-Cache, ça envoie vraiment du lourd, même par rapport au processeur de base, qui se débrouillait pas si mal que ça, puisqu'on tournait aux alentours des 200 fps de moyenne, mais malgré tout, on voit que là, les 1% low du 7800 X3D font mieux que le Ryzen 7600 avec ses performances en moyenne, donc c'est quand même de très très grosses performances, et là, le 13700K est très clairement largué. Pour Battlefield 2042, c'est un jeu qui est un petit peu plus lourd du côté du GPU, par exemple qu'Assetto Corsa, et là ça se voit, du coup les résultats sont un petit peu plus serrés. Le 7800 X3D malgré tout se débrouille vraiment très très bien, là aussi en 1080p, c'est lui qui arrive en tête, un petit cran devant le 13700K qui se débrouille très bien lui aussi. Et en 4K, les écarts se resserrent encore beaucoup plus puisque la moyenne des FPS est quasiment identique. Par contre, sur les processeurs les plus puissants, eh bien on voit par exemple qu'entre un 7800 X3D et un Ryzen 3600, au niveau des 1%, il y a un écart un petit peu plus important. Et on enchaîne avec Cyberpunk 2077. Ce que l'on voit ici, c'est que le 7800 X3D se retrouve là aussi devant le 7900 X3D, et on voit que par rapport au 13700K, c'est plus ou moins match nul, mais le 13700K a un avantage certain sur les 1%, particulièrement en 1080p, mais cet avantage sur les 1% se retrouve jusqu'en 4K. On passe ensuite sur Destiny 2, pas de grosse surprise ici non plus, le 7800 X3D finit premier, légèrement devant le 7900 X3D et le 13700K. On a un gain générationnel entre le 5800 X3D et le 7800 X3D plutôt sympathique. Malgré tout, le jeu reste largement jouable, même avec des processeurs beaucoup moins performants. Malgré tout, c'est un type de jeu où le X3D fonctionne vraiment pas mal, puisqu'on voit que le 7600 est quand même un petit peu à la peine par rapport au 5800 X3D et par rapport au nouveau X3D aussi. Pour Far Cry 6, là aussi, grosse performance pour le 7800 X3D qui passe clairement devant le 7900 X3D ici, et c'est vrai que par rapport au Ryzen 7600, ça fait quand même un joli écart de performance avec le X3D en plus. Par rapport au 13700K, on finit légèrement au-dessus, on est à plus de 10% d'écart. Bon, malgré tout, ça reste très jouable encore une fois sur la majorité des processeurs. Final Fantasy XIV ensuite, bon, c'est un jeu où le X3D fonctionne généralement plutôt pas mal, on l'avait déjà vu sur la génération précédente. Là aussi, le 7800 X3D termine devant le 7900 X3D. Et comme dans pas mal de MMORPG, on voit qu'au niveau des 1%, le Ryzen 7800 X3D finit quand même un petit cran au-dessus de tous les autres. On enchaîne ensuite avec Fortnite, et là c'est très clairement un jeu que les processeurs Intel apprécient particulièrement, puisqu'ici le 13700K reste incontesté au niveau des performances, jusqu'en 4K où là l'écart se resserre beaucoup plus avec le 7800 X3D. Et dans l'ensemble, on voit que c'est un jeu qui bénéficie du 3D V-Cache, mais pas énormément non plus, puisque le Ryzen 7600 est certes un cran derrière, mais pas non plus si loin que ça. Et c'est vrai que si on regarde tous les résultats ici, il y a vraiment que le Ryzen 3600 qui est un petit peu plus à la peine par rapport aux autres. Forza Horizon 5, alors c'est un jeu qui est surprenamment dépendant du processeur, quand on a un gros GPU tout du moins, et là on voit que le 7800 X3D encaisse vraiment bien la charge. C'est vraiment flagrant, le jeu bénéficie énormément de ce nouveau processeur, même par rapport au 7900 X3D. On enchaîne avec Guild Wars 2, là on voit qu'on fait plus ou moins égalité avec le 7900 X3D, on voit qu'on a un gain avec le 3D V-Cache par rapport au Ryzen 7600 ou 5600, on est un cran au-dessus du 5800 X3D, et on voit que le 13700K se débrouillait là aussi plutôt pas mal, mais les nouveaux processeurs X3D reprennent la couronne ici, même si le processeur d'Intel se défend toujours très bien sur les 1%. Pour Horizon Zero Dawn,
On voit que le 7800X3D et le 13700K sont vraiment très proches l'un par rapport à l'autre. Léger avantage pour le 7800X3D, mais bon, c'est très clairement la même expérience, il n'y a vraiment quasiment rien qui change. Par contre, là aussi, on retrouve un écart avec le 7900X3D qui finit clairement derrière, comme dans la majorité des jeux. On passe sur Spider-Man Miles Morales. Là aussi, c'est un jeu où ça marche vraiment très bien sur les processeurs Intel. On voit que le 13700K a un léger avantage sur les 1% par rapport aux processeurs de chez AMD. Et dans l'ensemble, c'est plus ou moins la même expérience de jeu. Ici, on voit que le 7900X3D est plus ou moins au même niveau de performance que le 7800X3D. Et par rapport aux processeurs non X3D de chez AMD, bon, on voit qu'on a un gain de performance quand même plutôt sympathique. On passe maintenant sur Flight Simulator. Alors, c'est un jeu qui bénéficie énormément du X3D, ça on le sait depuis l'arrivée du 5800X3D, où on avait un gain quand même assez délirant entre un Ryzen 5600 classique et un 5800X3D sur ce jeu-là. Ça marche très fort, même par rapport aux processeurs d'Intel ici. Ils ne peuvent pas lutter, hein. Très clairement, le 3D cache sur ce type de jeu, c'est un régal. Et là où le 7900X3D m'avait un petit peu déçu, puisqu'il n'y avait quasiment aucun gain par rapport au 5800X3D, eh bien on voit qu'avec le 7800X3D, c'est pas la même, puisque là on retrouve un gain de performance plutôt sympathique, en dehors de quand on arrive en 4K. On passe sur Age of Empires 4. Alors c'est un jeu qui a toujours très bien fonctionné sur les processeurs Intel. Ici on voit que le X3D ça aide un petit peu par rapport au Ryzen 7600. Mais bon, le 13700K reste le maître en la matière sur ce jeu-là. C'est très clairement un jeu qui marche mieux sur les processeurs Intel. Et pour Hogwarts Legacy, c'est un petit peu la même chose que pour Age of Empires. Les processeurs Intel apprécient beaucoup le titre, et ça marche mieux que sur les processeurs d'AMD, puisque là on voit par exemple que sur les 1%, le 13700K fait mieux que le Ryzen 7800X3D. Et on voit que par rapport à un Ryzen 7600 tout court, on avait un bel écart, par exemple avec un 13700K ou même un 13600K, et bien on voit que le 7800X3D permet de combler un petit peu le retard ici. Shadow of the Tomb Raider, c'est encore un jeu où ça marche plutôt pas mal pour les processeurs en X3D, même si c'est à nuancer, puisqu'on voit qu'au niveau des 1%, on fait pas spécialement beaucoup mieux qu'un 13700K, donc c'est de très bonnes performances dans l'ensemble. On voit là aussi que malgré tout que le 7900X3D est derrière le 7800X3D, mais dans l'ensemble tous les processeurs s'en sortent relativement bien. On passe ensuite sur Star Citizen. Là c'est un petit peu décevant je dirais, puisqu'on voit que le 7800X3D fait jeu égal avec le 7900X3D ou le 5800X3D, donc on n'a pas vraiment de gain particulier ici sur ce titre là pour le moment. On a un tout léger mieux par rapport au 13700K au niveau des 1%, mais c'est pas non plus absolument délirant. On va dire que tous ces processeurs-là vous offriront plus ou moins la même expérience. Alors ensuite, sur Star Wars The Old Republic, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on tape la limite du moteur qui est à 200 fps, donc au niveau des performances en moyenne, on voit qu'on est toujours très proche des 200, en dehors du Ryzen 3600 qui bloque un petit peu plus. Donc avec la plupart des processeurs, on va aller taper quasiment la limite du moteur. Ce qui va jouer le plus, je dirais ici, c'est les 1%. Et là on voit que le Ryzen 7800X3D s'en sort plutôt pas mal, ça fait jeu égal avec le 7900X3D ici. Le 5800X3D n'est pas spécialement à la peine non plus, c'est très proche au niveau des performances, et même le 13700K s'en sort très bien ici, même s'il est un petit peu en retrait par rapport au processeur en X3D. On passe ensuite sur StarCraft 2, là aussi très grosse performance pour la majorité des processeurs en dehors du Ryzen 3600 qui est très clairement en retrait par rapport aux autres. Et là aussi le plus intéressant à observer c'est les 1% en réalité, puisqu'on voit que le 7800X3D finit quand même un petit cran au-dessus du 7900X3D et du 13700K. Test processeur ensuite sur The Riftbreaker, là on voit qu'on est légèrement moins bien je dirais que le 13700K pour le 7800X3D, puisque même si les performances en moyenne sont au-dessus, on voit qu'au niveau des 1% on est en dessous. Et le 13700K je dirais est plus linéaire dans l'ensemble jusqu'en 4K, là où les processeurs de chez AMD perdent un petit peu plus en performance. On retrouve ensuite Warhammer Vermintide 2, là aussi c'est un jeu où le X3D fonctionne vraiment pas mal, puisqu'on voit par exemple qu'entre un 7600 et un 7800 X3D, il y a quand même un gain de performance assez massif, puisque les 1% lots du 7800 X3D finissent devant la moyenne de performance du 7600, ce qui est quand même assez rare. Pour Total War Warhammer 3, là aussi ça se passe plutôt pas mal pour le 7800 X3D, on finit devant le 7900 X3D qui avait plutôt déçu quand je l'avais testé sur ce titre là, puisque celui-ci faisait à peine jeu égal avec le 5800 X3D, là on voit qu'on a quand même un gain de performance assez significatif, ce qui permet au 7800 X3D de faire plus ou moins jeu égal avec le 13700K qui est plutôt bon sur ce titre là. On retrouve ensuite World of Warcraft. Alors le 7800 X3D, ça marche correctement, ça fait jeu égal avec le 7900 X3D, c'est le même niveau de performance, et c'est aussi le même niveau de performance que le 13700K, qui fait plus ou moins la même chose ici.
Et enfin on retrouve Yakuza Like a Dragon. Alors c'est un jeu que j'aime bien tester côté processeur, puisque c'est un jeu relativement lourd, et avec le 7900X3D, eh bien on avait vu que quand on ne bloquait pas le processeur pour qu'il utilise les corps avec 3DV Cache, et bien les performances étaient vraiment très décevantes, puisqu'on était en dessous du 5800X3D. Par contre, quand on bloquait l'utilisation au processeur avec 3DV Cache, le 7900X3D là avait de bien meilleures performances. Et on voit qu'on arrive très légèrement derrière le 7800X3D ici, qui se débrouille du coup très bien. Et on arrive donc au récap des performances sur les 24 jeux. Et ce que l'on peut noter ici, c'est que le 7800X3D termine premier au niveau des performances, que ce soit au niveau des performances en moyenne ou des 1%, où on termine devant le 13700K et le 7900X3D. Dans les grandes lignes, on a environ pas très loin de 10% d'écart par rapport au 7900X3D et au 13700K d'Intel, même si c'est à relativiser puisque cet écart n'apparaît uniquement qu'en 1080p avec une carte graphique très performante. L'écart par rapport au 5800X3D est un petit peu plus marqué puisqu'on n'est pas très loin des 18%, ce qui fait un écart générationnel sympathique, mais c'est pas pour autant que le 5800X3D est inutilisable, ça reste un excellent processeur avec d'excellentes performances aussi, c'est juste que le 7800X3D permet de gratter un petit peu plus. Mais ça c'est les écarts de performance en basse résolution je dirais, puisqu'en 4K par exemple, entre le 5800X3D et le 7800X3D, l'écart n'est plus que de 8% environ, ce qui est la plupart du temps relativement anecdotique. Pareil en ce qui concerne le 13700K ou le 7900X3D, en 4K, l'écart avec le 7800X3D est en dessous des 5%. 5%, la plupart du temps, c'est totalement imperceptible. Par contre, ce qui est quand même beaucoup plus impressionnant, c'est l'écart de performance que l'on peut avoir par exemple entre un Ryzen 3600 et le 7800X3D, où là on est sur un x2 au niveau des performances quand on utilise une 4090. Donc très clairement, quand on a un très gros GPU, il faut mettre le processeur qui va bien avec, puisque là on limite clairement les performances de la 4090. Même si là aussi, par rapport au Ryzen 3600, l'écart en 4K, je dirais, n'est plus que de 57% environ. C'est beaucoup moins impressionnant que le x2 qu'on avait en 1080 ou en 1440p, mais ça reste un écart quand même assez énorme. On passe ensuite du côté de la consommation, dans les 24 jeux en moyenne. Alors, ce que l'on peut observer ici, c'est que le 7800X3D, on le savait, on en avait déjà entendu parler, ça se débrouille vraiment très bien du côté de la consommation, puisqu'on est sur une consommation similaire au Ryzen 3600. Et là aussi, rappelez-vous, on est quasiment à 2 fois les performances, donc c'est quand même un tour de force pour le Ryzen 7800X3D. Au niveau de l'efficacité énergétique, c'est vraiment très bon. Et par rapport au 13700K, là aussi, la différence est quand même assez marquée, puisqu'en moyenne, le 13700K, c'est 91 watts de conso contre 55 pour le 7800X3D. Il y a très clairement un avantage au niveau de l'efficacité énergétique pour le 7800X3D. Et si on regarde la consommation en charge sous Blender, là aussi le 7800X3D se dépatouille correctement, même si au niveau de l'efficacité énergétique c'est un petit peu moins impressionnant par rapport à ce qu'on avait en gaming, puisque là le 7800X3D est clairement moins performant que le 7900X3D ou le 13700K. Malgré tout, on voit qu'en charge, le 13700K, ça consomme quand même beaucoup, puisqu'on est à 210 watts de conso, contre 119 pour le 7900X3D, et on l'a vu dans la plupart des applications, le 7900X3D était plus ou moins au même niveau de performance. Mais bon, en ce qui concerne la consommation, on en reparlera aussi un petit peu dans la conclusion, puisque tout n'est pas rose du côté des processeurs de chez AMD pour autant. Alors, au final, ce 7800X3D, c'est effectivement un des processeurs les plus performants actuellement pour du gaming, si ce n'est le plus performant, et c'est vrai qu'il a de nombreux points positifs. On a des performances de très haut niveau en gaming en général, et dans certains titres, il offre des performances que les processeurs non X3D ou Intel n'arrivent tout simplement pas à atteindre. La consommation en jeu est également très basse, et c'est clairement le processeur le plus efficace énergétiquement parlant à l'heure actuelle, et si on le compare à l'utilisation avec le 7900X3D, c'est tellement plus agréable à l'utilisation ici, puisqu'on se pose jamais la question de savoir si le processeur tourne aussi bien que ce qu'il devrait, et même d'un point de vue performance tout court en jeu, par rapport au 7900X3D, le 7800X3D, dans le pire des cas, il fait jeu égal, et la majorité du temps, il se retrouve un petit cran au-dessus de celui-ci, ce qui la fout quand même un petit peu mal pour le 7900X3D, je trouve. Alors en applicatif par contre, c'est évidemment pas le processeur le plus performant, pour autant, tout comme avec le 5800X3D, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire du tout avec, puisque je vois parfois passer certaines discussions sur les processeurs,
Et parfois j'ai limite l'impression qu'on ne peut absolument rien faire en applicatif avec un 5800X3D ou un 7800X3D, ce qui est totalement faux. Ça reste des processeurs tout à fait corrects pour bosser, il y a vraiment que si c'est votre boulot et que les applications que vous utilisez aient vraiment besoin de beaucoup de corps, que ça peut valoir le coup là de passer sur un 13900K ou un 7950X, puisque sinon vos rendus ou vos encodages se feront aussi avec un 5800X3D ou un 7800X3D. Ce sera juste plus lent, mais vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire avec des processeurs plus rapides. Donc si on prend tous ces éléments en compte, c'est vrai que le 7800X3D c'est vraiment un excellent processeur pour jouer, peut-être même le meilleur à l'heure actuelle, si on ne fait principalement que jouer. Mais le 7800X3D n'est pas non plus parfait sur tous les niveaux pour autant, puisque par exemple, même si la consommation en jeu est excellente, la consommation des processeurs AMD en idle, au repos, elle est plus élevée que sur les processeurs d'Intel, donc au final, sur la facture électrique, selon comment vous allez utiliser votre PC, la différence entre les deux n'est pas forcément incroyable sur la longueur si votre PC tourne au repos beaucoup plus qu'en jeu. Et un autre défaut des X3D, entre guillemets, c'est aussi que les performances sont un petit peu en dents de scie. Alors on a certains jeux qui bénéficient vraiment beaucoup des X3D, et là les performances s'envolent vraiment à des niveaux largement au-dessus de la concurrence. Donc si vous jouez au jeu en question, c'est très bénéfique d'avoir un processeur X3D. Par contre, pour les autres titres, on en a vu aussi où ça n'apporte quasiment rien. Et même par rapport à un Ryzen 7600, qui coûte moitié prix par rapport au 7800X3D, alors c'est moitié prix, mais c'est pas la moitié des performances. Sans oublier que pour avoir des écarts de performance pareils, il faut aussi avoir un GPU très puissant, type 4080 ou 7900 XTX minimum, sinon c'est beaucoup moins impressionnant. Et on voit que même avec une 4090 en 4K, les écarts de performance entre les processeurs sont déjà beaucoup moins importants ou impressionnants, même avec la carte graphique la plus performante actuellement. Ce qui nous amène à l'autre problème pour ce 7800X3D, c'est bien évidemment le tarif, puisqu'en dehors des promos dans les 430 € qu'on a vu pendant les soldes, la majeure partie du temps il tourne plus dans les 470-490 €. Et c'est vrai que ça coûte quand même assez cher. Et là on arrive sur un autre point important sur la discussion des processeurs à l'actuel, c'est aussi qu'il ne faut pas juste regarder le prix des différents processeurs, mais le coût de la plateforme dans son ensemble. Puisqu'au final, le choix d'un processeur dépend majoritairement aussi de votre utilisation, surtout depuis que les X3D sont apparus sur le marché. Parce que par exemple, vous cherchez uniquement les performances en gaming, et vous êtes déjà sur plateforme M4, c'est bien plus intéressant de changer votre processeur actuel par un 5800 X3D plutôt que de changer de plateforme pour un 7800 X3D ou un génération 13 Intel. Les 15% d'écart entre le 5800 X3D et le 7800 X3D ou un 13700K, ça vaut pas du tout le coût d'un changement de plateforme entier. Par contre, si vous partez sur une nouvelle plateforme, tout dépendra surtout de vos besoins et de votre budget, puisqu'un des points souvent négligés en partant sur une plateforme LGA 1700 chez Intel, c'est qu'il y a des surcoûts par rapport aux plateformes AMD si on vise uniquement le gaming. Puisqu'on l'a vu dans le test, les processeurs Intel consomment quand même beaucoup plus, et plus de consommation, ça veut dire des alimes potentiellement plus grosses, des cartes mères avec des VRM plus costauds, et donc plus chères, et un processeur qui consomme plus, ça veut aussi dire qu'il faudra un système de refroidissement adapté pour celui-ci, qui peut là aussi coûter beaucoup plus cher qu'un ventirad assez simple qui serait suffisant pour un 7800 X3D ou un 5800 X3D. Pareil en ce qui concerne la RAM, si vous voulez tirer le plus de performance possible de votre 13700K par exemple, il vaut mieux quand même partir maintenant sur de la DDR5, ce qui là aussi nous fait une carte mère plus chère que le modèle DDR4, et la RAM, la DDR5 coûte toujours plus cher que la DDR4, même si elle a énormément baissé au niveau du tarif par rapport à il y a quelques temps. Du coup, j'ai fait quelques bases de config pour voir où se trouve chaque plateforme à l'heure actuelle. Donc on a une base de carte mère, processeur, RAM et alim, et refroidissement pour les 4 plateformes. Donc par exemple, pour une plateforme AM5 avec un 7800 X3D, on a besoin d'une carte mère en B650 comme la Gigabyte Gaming X, j'ai compté 175 €, mais clairement on peut aussi s'en sortir avec des cartes mères un petit peu moins coûteuses à l'heure actuelle, autour des 150 € sur plateforme AM5. On rajoute le 7800 X3D pour 470 €, 32 Go de RAM, de la DDR5 à 6000 MHz CL30 pour 150 €, et pour le refroidissement, un Thermalraid Peerless 120 pour 55 €, et du côté de la lime, une MSI 850 watts à 140 €. Alors oui, je sais, les alimes sont chers en ce moment, ce qui nous amène à 990 € pour la plateforme AM5. Par contre, si on compare ça maintenant à une plateforme AM4 avec un 5800 X3D, eh bien on sait que pour un 5800 X3D, une petite carte mère en B550 c'est suffisant, et on en trouve des très corrects pour 120 € actuellement, comme par exemple là aussi la Gigabyte B550 Gaming X qui fonctionne plutôt pas mal. Le 5800 X3D tourne aux alentours des 290 € à l'heure actuelle, 32 Go
de RAM en DDR4, 3200K16, ça tourne dans les 80 €. Le refroidissement à la lime, c'est la même chose que sur la plateforme AM5, ce qui nous amène ici à 685 €, soit environ 30% de moins du côté du prix, pour seulement, je dirais, 15% de performance en moins. Donc très clairement, d'un point de vue performance-prix brut, la M4 reste encore un choix tout à fait pertinent à l'heure actuelle. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté des plateformes Intel, là aussi il y a plusieurs cas de figure. Alors personnellement, avec tout ce qui est 13600K et supérieur, j'aurais quand même beaucoup de mal à partir sur de la DDR4 à l'heure actuelle, mais si on accepte le compromis en performance, ben ça baissera le coût de la plateforme. Donc par exemple avec un 13600K, la carte mère en DDR4 c'est du B760, une GB Gaming X là aussi, ça coûte environ 150 € et ça fera largement le boulot. Le 13600K lui-même ça tourne autour des 300 € à l'heure actuelle. Pour le refroidissement par contre, le 13600K ben, c'est un processeur qui consomme quand même beaucoup lui aussi. Personnellement j'irais plus sur un water cooling ici comme un Liquid Freezer 2 en 280 chez Arctic actuellement qui présente un performance-prix plutôt correct. Pour la DDR4 et la lime, ben, ça sera la même chose que sur la plateforme AM4, ce qui nous amène ici à 795 €, ce qui reste au final 100 € de plus que la plateforme AM4 pour des performances très similaires en jeu. Et si on fait la même plateforme mais en DDR5, alors on gagnera en performance, mais on augmente le prix aussi de 100 € environ, ça reste moins cher que la plateforme AM5, mais on est aussi moins performant en jeu. Et si on vise un 13700K, ben, je dirais que c'est encore pire, puisque là il vaut mieux viser la gamme du dessus au niveau des cartes mères, avec du Z790 qui tourne autour des 230 € pour une GB Z790 UDAX, qui fera le taf pour un 13700K. Le 13700K lui-même coûte environ 420 € à l'heure actuelle. La RAM, c'est le même kit de DDR5 que pour la plateforme AM5. Par contre, du côté du refroidissement, on passe sur du water cooling en 360 qui coûte 15 balles de plus. Et au niveau de la lime, là aussi, on préférera une lime de 1000 watts si on va aller coupler ce 13700K avec un gros GPU, ce qui fait monter la note à 1120 €. Et si on partait sur un 13900K, on rajouterait encore 100 balles de plus du côté du processeur pour des performances au final très proches en gaming vis-à-vis du 7800X 3D. Donc c'est vrai que si on regarde ça dans l'ensemble, même si les processeurs X3D ne sont pas franchement donnés, la plateforme dans l'ensemble reste quand même moins coûteuse qu'un équivalent chez Intel d'un point de vue gaming. Donc oui, même encore à l'heure actuelle, si on vise juste le performance-prix pour jouer, la plateforme M4 reste la plus compétitive à l'heure actuelle, et les deux plateformes plus modernes sont encore plus coûteuses pour l'instant. Alors après, bien évidemment, si vous visez une utilisation mixte ou plus d'appli que gaming, la plateforme Intel fait beaucoup plus sens, et encore que, je dirais, en AM5, AMD a aussi des produits à mettre en face qui sont compétitifs avec la gamme Intel. Mais si on prend l'exemple qui est souvent pris d'un PC pour streamer et jouer en même temps en encodant avec le processeur, alors là oui, la plateforme Intel est, je trouve, meilleure pour cet usage, mais la majorité des utilisateurs préféreront encoder avec le GPU plutôt que le processeur, puisque souvent l'encodeur est de meilleure qualité, sans oublier qu'une fois que l'encodage de l'EV1 sera plus dominant, ou arrivera enfin sur Twitch, plus grand monde ne voudra encoder avec son processeur en H264, et ça c'est aussi quelque chose à garder à l'esprit. Mais en dehors de ces utilisations-là, si l'applicatif pour vous c'est un montage vidéo par an pour la vidéo des vacances, ou réencoder quelques fichiers par-ci par-là, ou même Photoshop par exemple, vous n'avez pas besoin d'un 7950X ou d'un 13900K. Ces processeurs-là n'ont vraiment de sens que si c'est un outil de travail. Si c'est de l'utilisation occasionnelle en applicatif, il n'y a pas besoin d'un monstre de puissance. Alors reste aussi bien évidemment l'histoire de la durée de vie de la plateforme, donc oui, normalement la plateforme M5 devrait être celle qui devrait durer le plus longtemps, puisqu'AMD avait déjà annoncé un support de la plateforme jusqu'en 2025, donc normalement on devrait encore avoir au minimum une nouvelle génération en Zen 5, et aussi les Zen 5 X3D. Par contre, pour la suite, AMD a quand même été plutôt vague, donc on sait pas trop ce qui va se passer. Par contre, du côté de la M4, on sait déjà que du côté du gaming, on n'aura pas mieux que le 5800X 3D, et chez Intel, on devrait avoir les générations 14 à la fin de l'année. Reste encore à voir ce que ce refresh de Raptor Lake proposera, mais ce sera normalement la dernière génération sur la plateforme LGA 1700. Donc bref, acheter la plateforme AM5 en se disant je vais changer de processeur par la suite, encore faut-il que les futurs processeurs AMD soient intéressants par rapport à la concurrence, puisque sinon ça vaut pas vraiment le coup en réalité. Si AMD se foire totalement, on est un petit peu bloqué aussi. Donc l'argument de la durée de vie de la plateforme, c'est totalement entendable, mais c'est aussi un petit peu un pari incertain sur l'avenir. Sinon, comme bien souvent, pour choisir une plateforme sur PC, pour ne pas surdépenser, il faut surtout principalement identifier vos besoins avant de passer à l'achat. Sinon, quoi qu'il arrive, en réalité, pour les deux marques, les produits sont plutôt bons, il n'y a pas vraiment de super mauvais choix, plutôt juste des opportunités selon les tarifs que vous pouvez trouver à un moment ou à un autre. Et si vous avez une préférence pour une marque plutôt qu'une autre à l'heure actuelle, vous faites ce que vous voulez en réalité, les deux marques sont vraiment très très proches. Encore une fois, il n'y a pas vraiment d'hyper mauvais choix.
Enfin bref, moi je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour le 7800 X3D aujourd'hui. Comme d'habitude, si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!